Bonjour à tous. On va attendre quelques secondes que les derniers inscrits nous rejoignent. Dans tous les cas, merci beaucoup de vous connecter aujourd'hui. Du coup, le thème de ce jour, c'est la SCPI. Merci d'être présent. Pour traiter ce sujet-là, on accueille aujourd'hui Estelle Billy. Bonjour. Bonjour Estelle. Je vais te laisser te présenter dans quelques instants. Mais avant ça, du coup, je voulais juste rappeler un peu l'objectif de ce webinaire. Donc, on va essayer de vous donner les clés dans ce webinaire pour comprendre ce qu'est une SCPI, comment ça marche et surtout quelle place ça peut avoir dans votre portefeuille en tant qu'investisseur. Et on va essayer de répondre aussi à vos questions pendant ce live après les explications d'Estelle. Sur ce, Estelle, peut-être je peux te laisser te présenter, puis après on pourra démarrer avec les questions. Oui, bonjour et merci Thibaut. Donc, je suis ingénieure patrimoniale pour le groupe Advenis et j'ai plaisir aujourd'hui à être présent à vos côtés pour évoquer l'intérêt de la SCPI. Bon, super, merci beaucoup Estelle. Écoute, on peut peut-être commencer par une première question. Tu l'as dit, tu es ingénieur patrimonial, tu accompagnes du coup des clients dans leur stratégie patrimoniale sur plein de types de placements différents. Dans ce cadre, comment selon toi la SCPI elle a pris place dans tes recommandations et quelle place elle a dans un portefeuille d'investisseurs? C'est vrai que l'environnement a considérablement évolué ces dernières années. Quand j'ai démarré il y a 20 ans dans le métier, on distinguait traditionnellement les actifs immobiliers classiques d'un côté et puis les actifs financiers de l'autre. Et puis petit à petit, la SCPI s'est fait une place de choix dans le patrimoine de nos clients. Et elle est passée progressivement d'assez inexistante au milieu des années 2010 à un actif de diversification. Et aujourd'hui, on constate que c'est vraiment une place prépondérante, en tout cas assez importante dans le patrimoine de nos clients. Ok, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, enfin, on peut peut-être faire un petit pas en arrière, mais la plupart des gens qui nous regardent ou qui nous regarderont en replay, du coup, sont habitués au crowdfunding, notamment le crowdfunding immobilier, moins peut-être à la SCPI. Est-ce que peut-être on peut faire expliquer un petit peu les différences qu'il y a entre les deux? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, enfin, l'image qu'on s'en fait en tout cas, c'est les deux donnent accès à l'immobilier de manière assez simple. Mais en réalité, c'est très différent. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer les principales différences et les logiques qu'il y a derrière? Oui, absolument. Ce sont deux placemements complètement différents. Le crowdfunding, d'un côté, c'est un placement obligataire. Alors, quand on accède au crowdfunding immobilier, c'est vrai que on parle d'immobilier, mais parce qu'en fait, on va aider un promoteur ou un marchand de biens à financer une opération de construction ou de marchand de biens. Donc, on est vraiment sur un prêt obligataire. On a un sous-jacent qui est plutôt corporate que immobilier. On n'a aucune logique d'acquisition immobilière, de détention ou d'exploitation immobilière. Alors que dans la SCPI, là, on est sur une logique totalement différente. C'est une logique de détention à long terme d'un parc immobilier avec une exploitation locative pour en tirer des revenus. Donc, on est davantage dans l'investissement immobilier pur que dans le financement d'opérations de construction. Parfait, merci pour ce rappel. Du coup, selon toi, est-ce que ces deux types d'investissements-là, ils sont complémentaires ou est-ce que, en fonction de ces objectifs, il faut peut-être en privilégier un plus que l'autre? Comment tu vois ça? Oui, effectivement, on peut tout à fait avoir à la fois du crowdfunding et à la fois de la SCPI dans un même patrimoine. Il faut simplement avoir en tête que ce seront deux poches d'investissement totalement différentes qui vont répondre à des objectifs totalement différents, à des horizons d'investissement différents et des niveaux de risque différents. Parfait. Euh, on a évoqué depuis tout à l'heure les SCPI. Alors peut-être que les gens sont sûrement familiers avec parce que c'est vrai que c'est quand même un produit relativement connu maintenant. Mais concrètement, quand on achète des parts de SCPI, qui est-ce qui gère l'argent? Comment sont choisis les actifs? Comment je touche des revenus potentiels? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça marche, on va dire, euh, dans les backstage, quoi?
Oui. Donc, quand on achète des parts de SCPI, donc on achète des parts d'une société civile de placement immobilier, cette société est gérée par une société de gestion qui est elle-même agréée par l'AMF, hein, donc il n'y a aucune notion de gestion directe par les investisseurs. Donc, c'est vraiment la société de gestion qui est un organe central du fonctionnement de la SCPI qui va gérer cet investissement. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette société de gestion? Elle va sélectionner des immeubles pour les acheter donc pour le compte de la SCPI. Elle va chercher des locataires, elle va s'occuper de la gestion locative, donc rédiger les états des lieux d'entrée, rédiger les baux, s'occuper de toute la gestion locative, s'occuper de la gestion de l'immeuble également, réaliser les travaux nécessaires, récolter bien entendu les loyers auprès des locataires et puis bien entendu redistribuer ces loyers aux investisseurs, donc qui sont les associés de la SCPI. Parfait. Et du coup, la société de gestion qui s'occupe de faire tout ce travail, elle est rémunérée pour ça. Euh, c'est ça, hein. Du coup, elle prend des Oui, frais absolument. pour cette gestion. Absolument. En fait, à l'intérieur de la SCPI, voilà, il y a des frais de gestion qui sont acquittés comme de la même manière, sur un peu le même modèle que la détention d'un actif immobilier en direct où vous avez une agence de gestion locative qui va facturer des frais de gestion en fonctionnant sur les loyers encaissés. Là, on est tout à fait dans la même logique. Super, merci. Euh, du coup, en tant qu'ingénieur patrimonial, tu regardes le patrimoine de tes clients, de vos clients dans leur globalité. Dans quel cas est-ce que pour toi, tu penses naturellement à SCPI? C'est pour quels objectifs, quels profils sont selon toi les plus pertinents pour, euh, pour s'intéresser à la SCPI? Alors évidemment, on va avoir une logique de perception de dividendes, de revenus complémentaires. Donc c'est vrai que la SCPI est tout à fait adaptée aux investisseurs qui souhaitent des revenus complémentaires, par exemple de leur pension de retraite, ou justement qui souhaitent anticiper le départ en retraite et commencer à se constituer un patrimoine. C'est aussi un actif qui est très prisé par nos clients qui souhaitent protéger leur conjoint en cas de décès, puisque la SCPI va permettre de percevoir des dividendes sans gestion et de manière assez naturelle. C'est aussi un actif qui est tout à fait adapté dans une logique de développement de patrimoine. Donc là, sur une logique vraiment de long terme, où on va pouvoir utiliser les options de versement programmées, c'est-à-dire j'ai une épargne de 200 euros par mois, et bien, par exemple, hein, je vais pouvoir demander à la société de gestion d'acheter progressivement par prélèvement automatique les parts tous les mois. Donc voilà, on est dans une logique de développement de patrimoine à moyen long terme. Et puis la SCPI, puisque son sous-jacent est immobilier, c'est un actif qui peut être acheté avec de la dette. Donc on peut aller voir une banque et demander un emprunt bancaire pour pouvoir acheter des parts de SCPI et les mensualités de l'emprunt étant en partie couvertes par les dividendes que l'on espère percevoir de cet investissement. Donc c'est évidemment tout est fait adapté dans cette logique de recherche d'effets de levier et de développement de patrimoine pour plus tard. On a aussi un certain nombre de clients qui s'intéressent à la SCPI par le prisme du démembrement de propriété temporaire, donc qui achètent la nue propriété temporaire. Là, on va en général s'adresser à des investisseurs qui sont fortement taxés ou qui sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, puisque le mode d'acquisition en démembrement de propriété permet d'être investi dans l'immobilier tout en sortant l'actif de l'IFI. Et puis c'est aussi un outil que l'on utilise dans une logique de transmission de patrimoine, puisqu'on peut assez facilement réaliser des donations de parts de SCPI à ses héritiers, tout en s'en réservant l'usufruit, donc l'usage des revenus jusqu'à son décès, possibilité de prévoir chez le notaire une réversion de l'usufruit sur le conjoint survivant. Et puis, ça permet aussi aux héritiers de ne pas se retrouver dans une situation d'indivision comme sur un actif immobilier qu'on transmettrait. Là, puisqu'on transmet des parts de société, chacun des héritiers ensuite est bien libre de déterminer s'il veut les garder ou les revendre. Ouais, c'est très clair, merci. En tout cas, on voit qu'il y a plein de cas dans lesquels c'est vraiment intéressant comme produit. Si on parle maintenant allocation, justement, quelle place ça peut avoir la SCPI dans un portefeuille global, c'est-à-dire par rapport à d'autres supports
à l'assurance vie, par exemple, au marché financier, donc à la bourse, à de l'immobilier en direct, à du crowdfunding immobilier peut-être. Comment ça a sa place dans ce mix-là, selon toi? Alors, effectivement, alors, je disais en préambule qu'on a une place de plus en plus importante de la SCPI dans le patrimoine de nos clients. Néanmoins, il faut garder en tête qu'un patrimoine équilibré, c'est un patrimoine diversifié. Donc, dans un patrimoine, on doit retrouver tout naturellement une poche d'investissement d'immobilier d'usage, donc résidence principale, résidence secondaire, une poche d'investissement résidentiel, donc plutôt en direct, une poche d'immobilier indirect avec les SCPI notamment de rendement qui permettent d'aller chercher du revenu. Et puis, bien sûr, une poche d'investissement financier pour assurer de la liquidité et puis éventuellement aller chercher une poche de diversification sur du crowdfunding ou des placements hein, plus diversifiés. Super. Et est-ce qu'il y a des cas, du coup, ou des profils ou des situations dans lesquelles tu déconseilles à tes clients la SCPI à l'inverse? Oui, un investisseur qui me dit qu'il souhaite investir ses capitaux, mais qui va vouloir les récupérer à 3, 4, 5 ans parce qu'il a un projet identifié, clairement, la SCPI n'est pas du tout adaptée, puisqu'en SCPI, on est vraiment sur une logique de long terme. On investit dans l'immobilier, indirectement certes, mais c'est quand même un investissement immobilier. Donc, on recommande toujours voilà, d'avoir une durée minimum pour optimiser le cycle immobilier, puisqu'on parle toujours de cycle d'investissement. Et donc, un investisseur qui va vouloir avoir de la liquidité à court ou moyen terme, évidemment, la SCPI n'est pas l'investissement le plus adapté, en tout cas en direct. Ok, très clair. Et justement, tant qu'on est dans ce volet-là, sur les risques, parce que tout placement comporte à des degrés plus ou moins importants, lesquels il faut avoir en tête avant d'investir à la SCPI. Est-ce que, il y a des risques de perte en capital, de liquidité, de vacances locatives? Qu'est-ce qu'on doit savoir avant d'investir? Oui, alors, comme pour tout investissement immobilier, il faut avoir en tête que ni la valeur de l'investissement ni les revenus ne peuvent être garantis par la société de gestion. Ce sont des investissements qui, bien entendu, dépendent de l'état du marché immobilier et du marché locatif. Donc, la société de gestion ne garantit ni la valeur des parts, donc qui vont évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution du marché immobilier. Et elle ne garantit pas non plus le niveau de dividende, puisque ça va dépendre de la situation locative du parc immobilier. Ensuite, à plus proprement parler des SCPI, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle le risque de crédit, puisque les SCPI peuvent recourir partiellement à l'endettement pour réaliser les actifs immobiliers. Donc, il faut avoir en tête évidemment ce risque-là. Et puis, pour les SCPI qui investissent à l'étranger, également, il peut y avoir une notion de risque de change quand on investit dans des pays qui ne sont pas en euros. Ok, très clair. Merci pour ce détail-là. Donc, tu l'as dit juste avant, l'horizon de temps, on va dire, la durée qu'il faut avoir en tête, ça reste un placement long terme, donc 8-9 ans. Euh, Qu'est-ce qui se passe en termes de liquidité si j'ai besoin de récupérer mon capital plutôt que prévu initialement? Comment ça se passe? Voilà, alors donc dans le cadre d'une SCPI à capital variable, l'associé qui veut sortir va informer la société de gestion et va l'informer qu'il souhaite retirer tout ou partie de ses parts. Il indique sur son bulletin de retrait le nombre de parts qu'il souhaite retirer. La société de gestion va l'inscrire dans son carnet de retrait et elle va effectuer une compensation automatique. Dès qu'un investisseur va rentrer et acheter, lui, des parts de la SCPI, il compensera, la société de gestion compensera les demandes de retrait par les entrées. Donc, effectivement, pour pouvoir sortir rapidement de son investissement, il faut qu'il y ait un investisseur en face. Traditionnellement, et ce que l'on constate dans un marché relativement fluide, on est sur un délai de retrait de l'ordre de deux à 6 mois en moyenne, mais ça peut être plus long en cas de blocage des parts. Ok, très clair, merci beaucoup. Donc depuis tout à l'heure, on parle de SCPI au sens large, mais le thème du webinaire, c'est les SCPI européennes. Du coup, qu'est-ce qui distingue une SCPI européenne d'une SCPI
investit uniquement en France et pourquoi ça peut changer beaucoup de choses pour l'investisseur français in fine. C'est vrai qu'on est très friand des SCPI qui investissent à l'étranger parce que justement, la SCPI, c'est un outil d'investissement qui va permettre aux investisseurs français de pouvoir sortir des frontières françaises, de pouvoir accéder à des actifs qu'ils ne pourraient pas acheter seuls, à la fois pour des questions de montant, de montant d'investissement, mais aussi pour des raisons tout à fait logiques de connaissance du marché immobilier en dehors de nos frontières. Donc, le fait de sélectionner des SCPI européennes, ça va nous permettre de faire confiance à une société de gestion qui, elle, a une expertise sur des marchés immobiliers que l'on n'a pas en France. Donc, cela permet, in fine, pour l'investisseur, d'aller diversifier plus largement son patrimoine immobilier. Ça peut lui permettre aussi d'aller chercher peut-être des actifs plus performants énergétiquement selon les politiques des différentes sociétés de gestion. Mais c'est vrai que notamment en Allemagne, on a une tradition, en tout cas on constate que les bâtiments sont généralement plus performants énergétiquement qu'en France, qui est un atout sur une logique de détention long terme de l'immobilier. Et puis, et bien entendu, la fiscalité est également un atout de poids dans le choix d'une SCPI européenne. Bon, parfait, justement, on va rentrer dans ce sujet de la fiscalité. Juste avant, je me permets d'interrompre un petit peu. Donc, on reçoit des premières questions de participants du webinaire. Donc, on y répondra juste après, du coup, ce passage sur les spécificités de la CPI européenne. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra y répondre tout à l'heure en fin de présentation. Du coup, justement, sur ce sujet de la fiscalité des SCPI européennes, comment sont imposés les revenus d'une SCPI européenne par rapport à des revenus fonciers classiques et est-ce qu'on a quand même quelque chose des revenus à déclarer en France dans ce cadre-là? Oui, alors voilà, il va falloir comparer un peu la fiscalité d'un investissement immobilier en France versus en dehors de la France. En France, il faut rappeler que le dividende qui est perçu d'une SCPI, c'est du revenu foncier. Et les revenus fonciers en France vont supporter à la fois l'impôt sur le revenu, à la tranche marginale d'imposition. Donc, selon les autres revenus du contribuable, on va être à 11, 30, 41, 45% de taux d'imposition. Et puis à cela va s'ajouter les prélèvements sociaux qui sont dus au taux de 17,2%. Donc c'est vrai qu'en France, on a une taxation qui est relativement lourde, hein, qui peut être de 47, 58, 62% ponctionnée sur le dividende perçu. Quand on choisit une SCPI européenne, là, la logique est totalement différente, puisque l'on va appliquer les conventions fiscales internationales qui priment sur le droit interne français. Ces conventions internationales, en règle générale, elles indiquent que le loyer est taxé dans l'état de situation de l'immeuble. Donc, une SCPI qui investit en Allemagne, par exemple, eh bien, la taxation des revenus locatifs se fera en Allemagne. C'est la société de gestion de la SCPI qui s'occupe d'acquitter l'impôt sur les loyers encaissés. Et donc, le dividende qu'elle va redistribuer à ses associés est bien net de fiscalité étrangère. Alors que sur une SCPI française, le dividende est brut. La fiscalité n'a pas encore été prélevée. C'est ensuite l'investisseur qui va faire une déclaration de revenus, intégrer les dividendes de la SCPI et qui supportera donc la taxation donc en fonction de sa tranche marginale d'imposition et plus les prélèvements sociaux. Donc, dans le cadre d'une SCPI à l'étranger, vous l'avez compris, le dividende perçu est net de fiscalité étrangère puisque ça a déjà été acquitté par la SCPI à la source. Ça ne veut pas dire pour autant que l'investisseur français n'a rien à déclarer au fisc. S'il est résident fiscal français, il doit déclarer l'intégralité de ses revenus, y compris ceux qui proviennent de l'étranger. Par contre, vous avez des cases dans la déclaration de revenus qui permettent d'identifier que ce revenu provient de l'étranger, qu'il a déjà supporté l'impôt localement et que donc l'administration fiscale va prendre en compte ce revenu dans le revenu fiscal de référence, mais elle va opérer un retraitement fiscal, soit par l'octroi d'un crédit d'impôt, soit par ce qu'on appelle la méthode du taux effectif d'imposition. En tout cas, dans les deux cas, ces méthodes aboutissent à annuler l'imposition sur les revenus fonciers et annuler les prélèvements sociaux également sur les dividendes perçus. Ok, Alors, très,
Oui, Je précise simplement qu'on ne vas-y. peut pas en conclure qu'il n'y a aucune taxation en France de ce dividende parce qu'on a un système fiscal français un petit peu compliqué et une taxation à l'impôt sur le revenu avec un barème progressif. Donc on a ce qu'on appelle un espèce de frottement fiscal qui va se créer quand l'administration fiscale va appliquer le crédit d'impôt, enfin en tout cas va annuler l'impôt sur les dividendes, compte tenu du barème progressif. Il va y avoir une légère augmentation du taux moyen d'imposition global de nos clients et donc il va subsister malgré tout ce qu'on appelle un petit frottement fiscal au niveau de l'impôt sur le revenu, qui va varier selon la situation des contribuables. Et par contre, sur les prélèvements sociaux, là, comme on est sur un taux unique et non pas un barème progressif, l'annulation est parfaite, il n'y a aucun prélèvement social. Ok, c'est très clair. Peut-être pour qu'on ait une image euh, claire de à quoi ça peut ressembler, un exemple pour quelqu'un qui serait dans une tranche marginale assez élevée, par exemple 30 ou 41%. Est-ce que l'avantage il est vraiment significatif? Est-ce que tu as un ordre de grandeur peut-être à partager? Oui, alors chaque situation est unique, hein, donc il faut faire les calculs Bien sûr. pour chacun, mais schématiquement, donc un revenu de 100 euros qui provient de France, donc va supporter 47 ou 58 euros d'impôts et de prélèvements sociaux selon la tranche marginale du client. Si ces 100 euros proviennent de l'étranger, donc je rappelle que ces 100 euros ont déjà supporté l'impôt à l'étranger. Donc sur ces 100 euros en France, on n'aura pas de prélèvements sociaux et au niveau de l'impôt sur le revenu, souvent on constate que le frottement fiscal est de l'ordre de 10, 15, voire parfois 20% sur ce dividende. Donc un niveau d'impôt qui est voilà, entre 10, 15 ou 20 euros dans des cas plus extrêmes sur un dividende de 100 versus 47 ou 58 pour un dividende français. Ouais, donc il y a quand même une grosse différence sur le net perçu in fine, quoi. Oui. Bon, merci Estelle En pour... général, on est du simple au double, hein, entre si on Ouais, regarde la rentabilité nette fiscale d'un investissement SCPI française ou étrangère, en général, on aboutit à un rendement net divisé par deux quand on prend la fiscalité française. ouais, c'est très important comme différence. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces explications, Estelle. Je te propose qu'on passe aux questions du coup de nos investisseurs et de ceux qui nous regardent en live. Donc la première du coup c'est dans la mesure où il s'agit d'un investissement à long terme, est-ce que c'est raisonnable d'envisager un placement à SCPI lorsqu'on a dépassé 70 ans par exemple? Alors, absolument. On parle d'investissement de long terme, il faut avoir en tête que effectivement, passer 70 ans, donc la SCPI peut être un outil déjà de diversification du patrimoine. Cela peut répondre aussi à un objectif de percevoir des revenus complémentaires immédiatement, et cela sur une période de long terme. Ça peut aussi correspondre à une logique de vouloir protéger son conjoint si s'il arrive quelque chose, le protéger de manière à ce qu'il puisse percevoir des revenus régulier. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en cas de décès, la SCPI n'est pas un investissement qui va être clôturé comme ça peut être le cas, par exemple, sur un PEA où le décès entraîne la clôture automatique. Là, on est sur un investissement de type immobilier, donc qui va perdurer, qui est transmis aux héritiers. Il y a vraiment une logique de continuité de l'investissement. Parfait, merci, oui, c'est très clair. J'espère que ça a répondu à la question. Et enfin, j'ai d'autres questions sur on va dire des idées reçues qui sont souvent entendues sur la SCPI. Il y en a plusieurs qui me sont parvenus, notamment les SCPI. Est-ce que les SCPI sont investis uniquement dans des bureaux? Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent, et notamment depuis le début des années 2020, avec la crise Oui, du Covid, le bureau a pu faire un petit peu peur. On voit aujourd'hui que souvent les sociétés de gestion reviennent aussi stratégiquement au bureau parce qu'il y a de belles opportunités. Néanmoins, voilà, quand on fait un investissement SCPI, il est évidemment important de regarder le sous-jacent, de regarder quelle est la société de gestion, quelles sont ses stratégies d'investissement. Et on retrouve aujourd'hui sur le marché beaucoup de SCPI dites
diversifiés, donc ils ne vont pas se cantonner au bureau, mais qui vont également rechercher des actifs toujours dans le tertiaire, mais qui peuvent être des actifs dits de logistique, des actifs plutôt de santé, des actifs d'enseignement supérieur, des data centers, etc., etc. Ok, très clair. Il y a une autre question un peu idée reçue. On l'a expliqué un peu tout à l'heure, mais c'est peut-être intéressant de rentrer un peu plus dans les détails. Investir en SCPI, ça coûte cher en frais. Donc, est-ce que peut-être tu peux nous dire ce que tu penses de cette idée reçue-là et comment ça se décompose en fait les frais dans cet investissement-là? Oui, effectivement, c'est une question qu'on nous pose souvent, quid des frais? Donc, des frais, il y en a effectivement en SCPI. Il faut avoir en tête, avant de revenir sur le fonctionnement des frais en SCPI, on parle d'investissement immobilier en sous-jacent. Donc, quand vous investissez dans une SCPI, évidemment, votre argent, il va être réinvesti ensuite par la société de gestion dans un actif immobilier. Donc, c'est-à-dire que cette société de gestion, quand elle achète un actif immobilier, eh bien, elle va payer des frais de notaire, elle va payer donc autour de 7-8%, elle va payer des frais d'intermédiation type agent immobilier entre 3 et 5%. Ensuite, elle va exploiter l'immeuble, donc elle va chercher les locataires, les faire rentrer, faire les états des lieux, gérer ses locataires, gérer l'actif immobilier, réaliser les travaux d'entretien nécessaires, collecter ses revenus, les redistribuer aux associés. Ça, schématiquement, de la même manière que quand on investit dans l'immobilier en direct, on a des frais de gestion locative, et bien là, c'est un petit peu pareil. Donc, ces frais, les frais d'entrée rémunèrent évidemment la société de gestion, mais servent aussi à payer tous les frais annexes à l'acquisition immobilière et puis effectivement des frais de gestion pour l'exploitation locative, hein, ce qui permet aux investisseurs d'être totalement déchargés à la fois de la recherche immobilière et à la fois de la gestion locative, ce qui n'est pas une mince affaire. Et donc, un petit peu plus en détail sur le fonctionnement des frais en SCPI, on a distingué deux types de SCPI, les SCPI dites avec frais d'entrée et les SCPI sans frais d'entrée. Donc, dans les SCPI avec frais d'entrée, voilà, vous avez les frais d'entrée qui rémunèrent, comme je l'ai dit, la société de gestion, mais aussi l'acquisition, les frais inhérents à l'acquisition immobilière. Et vous avez des frais de gestion locative annuels. Dans le deuxième schéma des SCPI sans frais d'entrée, donc vous n'aurez pas les frais d'entrée, vous aurez potentiellement des frais de sortie qui peuvent s'appliquer si vous revendez vos parts en dessous d'un certain délai. En général, en dessous de 5 ans, vous avez des frais de sortie malgré tout qui s'appliquent. Et puis, vous avez des frais de gestion locative aussi, mais qui sont là plus importants que dans les SCPI avec frais d'entrée pour compenser justement cette absence de frais à l'entrée. Parfait, merci pour la transparence et les explications. J'ai une autre question aussi d'investisseur. Donc oui, c'est vrai que la qualité de la CPI va aussi dépendre de la qualité de la société de gestion. Et du coup, selon toi, qui connais bien le sujet, quels sont les critères de sélection d'immeubles que doit respecter une société de gestion quand elle investit? Voilà, il faut bien avoir en tête que quand on investit dans une SCPI, on réalise indirectement un investissement immobilier. Donc, quand on parle d'investissement immobilier, évidemment, le choix du sous-jacent, donc de l'actif, est extrêmement important. Donc, il faut être très vigilant à l'emplacement. Est-ce qu'on va sélectionner un emplacement d'e-prime ou un emplacement de seconde zone? Quelle va être la qualité du bâtiment? Qualité thermique également, puisque c'est une notion qui a de plus en plus d'importance, notamment chez les locataires hein, qui sont très attentifs aux notions de performance énergétique des bâtiments quand elles prennent un bâtiment en location. Quel va être le locataire? Est-ce que c'est plutôt une multinationale? Est-ce que c'est une société solide? Ou est-ce que le locataire est un petit peu plus fragile? Tout ça, ce sont des points extrêmement importants de vigilance quand on réalise un investissement, si on veut avoir une logique de long terme. Donc, vous pouvez avoir différentes logiques dans un investissement immobilier. Vous pourriez préférer privilégier le rendement à court terme, donc être dans une logique de servir le plus gros dividende, donc
C'est vrai que quand on est dans cette logique-là, en général, si on va chercher un rendement plus élevé, il peut y avoir des contreparties en termes d'emplacement qui vont être peut-être moins bien placés, en termes de qualité de locataire, en termes de durée de bail résiduel et donc de risque de est-ce que je vais pouvoir assurer ce rendement sur du long terme. Je pense qu'il vaut mieux privilégier les sociétés de gestion qui ont une vision dite de long terme, c'est-à-dire qu'il y a une vraie stratégie, une vraie gestion de l'asset management sur les actifs qui sont choisis. Hein. Donc, être vigilant à tous les critères que je viens d'énoncer au moment de l'acquisition. Et puis aussi faire ce travail d'asset management, donc ne pas se contenter d'être une tirelire et d'encaisser des loyers pour les redistribuer, mais vraiment avoir une stratégie de long terme sur l'exploitation de l'immeuble. C'est ce qui va permettre sur un temps long, puisque la SCPI c'est du temps long, de garantir, pas de garantir, mais d'assurer la pérennité à la fois du rendement locatif et de la valorisation du parc immobilier. Super. Merci beaucoup Estelle. C'est super intéressant. On a fait le tour de toutes les questions qui nous ont été posées aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous qui nous suivez en live ou en replay, vous aurez appris plein de choses aujourd'hui en compagnie d'Estelle sur la SCPI, on va dire de manière générale, et plus particulièrement sur la SCPI européenne et comment ça peut avoir sa place dans votre patrimoine comme bon nombre d'investisseurs en France aujourd'hui. Euh, et la prochaine fois, on organise un second webinaire la semaine prochaine, le 1er juillet, où on va rentrer plus en détail justement dans la SCPI Eden que vous voyez derrière nous, qui est la SCPI, la dernière SCPI lancée par Advenis. Et justement, on va rentrer un peu dans la dernière question qu'elle a répondu Estelle, à savoir vraiment la stratégie de la SCPI en elle-même et qu'est-ce qu'elle fait concrètement en termes de choix d'investissement et pourquoi c'est intéressant par rapport à d'autres types de stratégies d'investissement. Voilà. Estelle, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être avant la fin de ce webinaire? Eh bien, merci à tous pour votre attention et pour vos questions pertinentes. J'espère y avoir répondu le plus clairement possible. C'était très clair. Merci beaucoup Estelle. Merci à tous d'avoir suivi et puis à très bientôt sur WeSeed. Au revoir. Au revoir.